défenseur, personne ne peut le prendre dans la vie. Round, but it's easy. Lamu! He sees off Gaskin. Healy, through, he's gone through Healy as well. And Comment il crochette à l'extérieur. Et personne ne peut l'arrêter. cleared the space. The ball went a little wide, but Lamu pushes off one. And then Carlin comes at him. He put Jonah Lomu, c'est la star un peu qui a changé le rugby et qui est morte à 40 ans. Et il existe en réalité de grandes zones d'ombre autour de la maladie qu'il a eue, à quoi c'est dû et qui l'a emporté. Dopage, utilisation de produits dans sa jeunesse. Il a joué la majorité de sa carrière justement avec une maladie grave et il a rarement, même quasiment jamais été à 100% de ses capacités. Et il a fait évoluer le rugby bien au-delà du jeu, avec les premiers sponsors et aussi l'émergence du rugby professionnel parce qu'il y a contribué. Vous allez le découvrir, il a failli quitter le 15 quand même en 1995 pour basculer sur le 13. Normal, à 13 les joueurs étaient professionnels, à 15 ils ne l'étaient pas. Un ailier de 1m96 pour 118 kg, courant le 100 mètres en moins de 11 secondes. Au sommet de son art, à pleine vitesse, Jonah Lomu il provoquait des impacts qui étaient à environ l'équivalent d'une Twingo lancée à 30 km/h. Ce joueur pour moi c'est la beauté du jeu, c'est l'essence même du jeu, c'est l'art de combattre et d'éviter. Et tu le vois sur les terrains, il s'amusait avec ses adversaires, des fois il leur roulait dessus et des fois il les évitait. Impossible à prédire. Tu t'imagines, tu vois un bébé comme ça qui arrive sur toi, t'es là avec les genoux qui tremblent et bam tu prends un cadrage débordement. Une chose est sûre, c'est que même si tu l'as jamais vu jouer, t'en as forcément entendu parler et quand on entend parler, quand on entend ce nom là, tu as un mélange d'admiration et de fascination. Et son histoire elle est connue mais en même temps méconnue puisque c'est pas une carrière linéaire comme la plupart des athlètes. Dans cette vidéo on va revenir sur l'histoire de la légende, mais avant si t'es pas abonné c'est le moment de le faire et de lâcher un petit pouce bleu parce que c'est gratuit et parce que ça remercie mon travail. On y va ? Jonah est né le 12 mai 1975 à Auckland. Il est d'origine tongienne, wallisienne par son grand-père maternel, samoane par sa grand-mère et maori par son père. Il grandit durant quelques années au Tonga. À cette époque, la France effectue ses premiers essais nucléaires dans le Pacifique. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon condamnent l'action de la France dans l'archipel. La mère de Jonah décide de partir pour Auckland. Il emménage au sud de la ville dans un quartier populaire qui s'appelle South Auckland, un endroit où il y avait beaucoup d'animosité entre les gangs, des gangs de Tongiens, de Samoans. À cette époque, il a beaucoup d'amis qui vivent dans la rue et il traîne avec tous les pros. Il voulait pas forcément faire partie d'un gang, mais comme ça se passait mal à la maison avec son père et qu'il ne se sentait pas désiré, il n'était pas désiré chez lui, il se rattrapait en fait en trouvant de l'affection et un cercle dans la rue, comme beaucoup de jeunes malheureusement. Il se passait des trucs bêtes et dangereux. Il descendait en ville, prenait une personne au hasard pour le frapper et le dépouillait de ses fringues ou de son argent. Mais si la personne leur faisait face, il s'en allait en courant. Il volait des voitures pour faire des rodéos en les démarrant avec les fils. Il était souvent le plus jeune quand il traînait avec les crocs. Il voulait évidemment faire ses preuves et quand il se battait, il s'imaginait en fait que c'était son père et il devenait fou. Il était rempli de colère et de haine. Il a pris quelques branlées dans la rue, il a reçu des coups de couteau à la jambe, il s'est fait poignarder par une bière cassée et tout ça c'est des choses qu'on a tendance à occulter dans la vie et la jeunesse de Jonah. Et ces bagarres entre gangs, elles allaient souvent très loin. Les bagarres entre gangs, je sais pas si tu connais, mais ça peut être ultra violent. Et c'est ce qu'il raconte, il dit qu'il a souvent dû s'enfuir en courant pour pas y laisser la vie. Juste avant son 13e anniversaire, parce qu'on parle de Jonah jeune à cette époque-là, les choses ont mal tourné dans les rues impitoyables de South Auckland. Son oncle, David Foucault, a été tué à coups de machette par des Samoans en plein milieu d'un centre commercial. Of the attack in the Otara shopping mall stunned and disquieted the people of South Auckland. One man killed instantly. En grandissant, il a arrêté de fréquenter les mecs qui se battaient, mais il s'est plus tourné vers la tisane et il s'est mis à boire. Il n'a jamais aimé la bagarre, mais c'était quelqu'un de fier et agressif. Fin 88, il est bien connu des services de police. Et sa mère, elle s'inquiète pour la vie de son fils, évidemment. Elle décide de le mettre à l'internat du collège-lycée Wesley, la plus ancienne école de Nouvelle-Zélande. Une école religieuse pour un gamin de la street. Ça n'a pas manqué. Le premier jour, un gars beaucoup plus grand que lui fait une remarque et Jonah lui en décoche une. À la fin de son second jour d'école, il avait déjà 6 heures de colle. Il est rempli de colère. À 15 ans, il va rompre les liens définitivement avec son père. Un déclic s'est produit en lui. Il est déjà bien plus grand et plus fort que son père. Ce dernier est picolé, il a levé la main pour le frapper de nouveau et Jonah l'a attrapé, soulevé et balancé sur le sol à travers la pièce. Ce jour-là, il a rassemblé ses affaires, il a quitté la maison de son père. Avec ce contexte scolaire difficile, il va se raccrocher au monde scolaire et il va découvrir la pratique du rugby à 15. Et il va pas tout de suite s'y épanouir. Jonah, il performe pas que au rugby, il performe dans tous les sports qu'il touche. Il fait partie de la catégorie de ces athlètes qui, quel que soit le sport qu'il va toucher, il va
va y exceller. Et il gagne des titres sur le 100 mètres, sur le 200 mètres, sur le 400 mètres. Le quotidien espagnol Marca a fait une étude pour savoir quel était le sportif le plus rapide du monde. Ils ont simulé une course fictive sur 100 mètres contre plusieurs athlètes de différents sports. Sur la ligne de départ, on retrouvait évidemment Usain Bolt, le sportif le plus rapide que le monde ait connu avec ses 9,58 secondes au 100 mètres, mais aussi des footballeurs, Mbappé et Haaland, le tennisman Djokovic, le basketteur Westbrook et Jonah Lomu. Malgré son physique hors norme, Lomu termine 3ème de ce classement avec 11,01 secondes derrière la star du football Mbappé qui est à 11 secondes. 1 centième de seconde pour 40 kg d'écart. Personne ne pouvait rater le phénomène. Quand il était sur les terrains et qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. Il sera vite sélectionné évidemment dans les équipes régionales et connaîtra ses premières capes en 1991 chez les Baby Black en U17. En 92, il va jouer pour la Nouvelle-Zélande scolaire, en 93 pour les U19 et en 94 pour les U21. Il a tout pour réussir, mais en 1994, le rugby est un sport amateur. Il est sorti du lycée avec son certificat et s'est mis à chercher du travail. Quand il a dû rédiger son CV, ça lui a pris 3 heures pour établir la liste des accomplissements sportifs et 2 minutes pour les accomplissements scolaires. Il commence donc à travailler dans une banque et participe en même temps à des compétitions de rugby à 7. Il va très rapidement se faire remarquer et va participer au tournoi de Hong Kong qui était ultra UP à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs. À 15, à cette époque-là, il joue 2ème ligne ou 3ème ligne, mais après ce tournoi, en fait, avec sa province, il est repositionné à l'aile. Après son premier match à l'aile, arrive ce jour. Le 26 juin 1994, âgé de 19 ans et 45 jours, il va disputer son premier match pour les All Blacks contre la France. C'est le plus jeune joueur à porter le maillot frappé de la fougère. Imaginez-vous le phénomène pour la Nouvelle-Zélande de voir arriver un joueur si jeune avec un physique d'avant et la vitesse d'un 3/4 L. Mais imaginez-vous passer de 3ème ligne en province à 19 ans à ailier chez les Blacks. Il était complètement perdu sur le terrain. Il avait pour consigne de faire ce qu'il savait faire. Il disputa les 2 matchs contre la France et ce fut la première fois de leur histoire que les All Blacks perdent les 2 matchs d'affilée dans une tournée. Imaginez-vous le drame national. C'est pas comme ça là qu'on envisage sa première sélection. Lomu, this incredible young athlete. What an amazing run. Brilliant run by John Lomu. Sa prestation, évidemment, c'est pas celle qu'on va retrouver plus tard. Il ne traverse pas le terrain comme on a l'habitude de le voir par la suite. Mais en regardant le match, tout le monde sent que ce joueur a quelque chose. Cette chose fascinante que certaines personnes ont et qui active une petite voix dans ta tête. Ce joueur est très bon, ce sera un grand. Mais il est écarté de la sélection des All Blacks. Bam! Le choc thermique qu'il prend, il est juste violent. Il est la superstar, l'étoile montante d'une équipe, le mec que tout le monde veut rencontrer et le lendemain, il est plus rien. Même la voiture qui faisait partie du package des All Blacks, parce qu'à cette époque-là, les All Blacks ne sont pas payés, les joueurs ne sont pas pros, je le rappelle, lui avait été retiré. Vous n'êtes pas dans l'équipe, monsieur Lomu, veuillez rendre la voiture. Et là, il dit à son agent qu'il veut passer dans le rugby à 13. Et oui, c'est ce que je disais, le rugby à 13 est professionnel et t'as le droit d'être payé. Il venait de recevoir une offre des Canterbury Bulldogs. Une offre énorme, hein. 300 000 $ par saison. T'imagines à l'époque 300 000 $ par saison pour jouer. Le 15 n'est pas professionnel, t'es banquier, t'as connu la misère à dormir dans la rue le week-end. Et ouais, parce que quand il était au collège, au lieu de rentrer chez lui le week-end, il dormait dans la rue. Et là, on te propose 300 000 $ par saison. Comment tu fais pour refuser? Il annonce à Phil, son agent et son ami, qui va le suivre pendant toute sa vie, qu'il a pris sa décision. Il part pour Sydney jouer au 13. Mais il demande à Phil d'être son agent. Phil lui dit d'accord, mais à une seule condition. Jonah, il est tout content. Il lui dit vas-y, donne-moi ton prix. C'est quoi? C'est 20%, 30%? Non. Ce que je veux, c'est ton premier maillot international chez les All Blacks. Donne-moi ce maillot, c'est tout ce que je veux. Phil ne souhaite en réalité qu'une chose, c'est que Jonah accomplisse son rêve en fait, parce que son rêve à Jonah, c'est de jouer pour les All Blacks, c'est qu'il joue pour les All Blacks pendant la Coupe du Monde. Il n'y a plus eu de discussion côté de Jonah. Le 13 pouvait attendre. Ça veut dire qu'il faisait passer son amitié avec Phil et son agent avant les 300 000 $. Il se donne et il va être convoqué pour le camp d'entraînement des All Blacks de Tupou pour préparer la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Le coach des Néo-Zélandais, Laurie Mains, plante le décor. Ce camp va être l'occasion de faire le tri entre les hommes et les petits garçons. 2 séances de 3 heures d'entraînement par jour. Des courses intenses, des flexions, du plaquage direct et très dur. Et à la fin de la journée, quand les mecs étaient complètement carbonisés, tous les jours une série de 22 sprints de 150 mètres. La première fois, Jonah se donnait, mais pas à fond. Sur le dernier sprint, il met une gratte à tout le monde et finit premier. Autant te dire que la réaction a été violente. Le coach lui a mis une soufflante dans les bronches et tout le monde a dû recommencer. Personne ne pensait chez les Blacks que le gamin de South Auckland allait tenir la distance. Il s'est accroché et il a réussi. Il allait embarquer pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud.
En 95, Jonah il va remporter le fameux tournoi de Hong Kong en inscrivant 2 essais pendant la finale. Les qualités de Jonah elles sont redoutables, de la vitesse, de la puissance. Il est capable de te renverser en te marchant dessus ou de t'esquiver avec un cadrage débordement. Une idée ancienne très ancrée dans la tête de chacun vraiment, peut-être vrai par un temps mais moins actuellement, c'est que les avants c'est des féroces combattants et les 3/4 ils préfèrent se faire des passes ou éviter avec des appuis. Il y a quand même un petit peu de vrai dans cette phrase. Lomu jouait à l'aile avec le gabarit d'un avant, mais la vitesse et l'agilité d'un 3/4. Si tu te préparais à l'impact pour le plaquer et que tu pensais que tu allais prendre un camion dans le buffet, et ben il allait tout simplement t'esquiver, mais il pouvait aussi te rouler dessus. Et si tu te préparais pas, c'était pareil, il t'esquivait pas, il te roulait dessus. Les joueurs, il faut dire une chose, c'est qu'ils étaient certes costauds, mais ils étaient bien moins affûtés physiquement que maintenant et bien moins prêts techniquement aussi. Ils sortaient des normes établies et personne, mais vraiment personne, aucune équipe ne savait comment l'arrêter. Tous les observateurs le regardent et Jonah Lomu devient en fait un phénomène avant la Coupe du Monde 1995. Tout le monde parlait de lui. En phase de poule pour son premier match dans la compétition, la Nouvelle-Zélande affronte l'Irlande. 2 jours avant le match, les Blacks reçoivent un fax à leur hôtel signé par Richard Wallace, l'ailier irlandais qui allait jouer face à Lomu. Le contenu du fax était clair. Lomu allait se faire tellement manger qu'il ferait mieux de ne pas se présenter sur le match. Quand le garçon a lu ça, son entraîneur a cru que ses yeux allaient sortir de sa tête. Il était si remonté que c'en était effrayant. Ils n'ont découvert qu'après le match que c'était des potes de Wallace qui avaient fait la blague. Perso, je trouve ça excellent. Alors par contre, je pense que Wallace, il a pas dû rigoler que ses potes aient envoyé ça. Jonah Lomu, pendant le match, il va inscrire 2 essais et les Blacks ils vont s'imposer sur un cinglant 43-19. Au-delà de ses qualités athlétiques, il a cette capacité à faire vivre le ballon avec des passes après contact, ces fameux offloads que les Blacks ils ont maîtrisés avant tout le monde. Les hommes en noir, ils sont redoutables avec et sans Jonah Lomu. Sur le dernier match, ils sont qualifiés et ils décident de le laisser au repos. Ils mettront contre le Japon la plus grande correction que le rugby ait jamais vue avec un 145-17. 145 points. Les choses sérieuses commencent la semaine suivante contre l'Écosse en quart de finale. Il va inscrire un essai pour une victoire 48-30. Lomu with another chance here. Lomu goes round Craig Joyner. Et la demi-finale qui va avoir lieu la semaine suivante contre les Anglais, elle reste dans les têtes de tout le monde. Si tu n'en as pas entendu parler de ce match, c'est vraiment quelque chose. C'est le jour où Jonah Lomu, qui était déjà entré dans les têtes de tout le monde durant le mondial, fit prendre au rugby une autre dimension. Il inscrit 4 essais durant la demi-finale, renversant littéralement tous ses adversaires les uns après les autres. Jonah Lomu était devenu inarrêtable. Ce phénomène, d'à peine la vingtaine, était un nouveau profil sur les terrains. Personne ne savait comment l'arrêter. Il fallait l'empêcher de toucher le ballon coûte que coûte. To Lomu. Look out! Lomu in again. Superb pressure once again. Les Anglais se firent écraser ce jour-là. Il a reçu les louanges de toutes parts. Tous les journalistes sportifs de tous les pays, tous les passionnés de la balle ovale veulent en savoir plus sur cet extraterrestre qui a débarqué sur le pré. Il devient la figure emblématique de la Coupe du Monde 95. Et c'est à ce moment-là que les contacts avec le 13 furent plus qu'établis, ils furent croissants. Mais ça voulait dire ne plus jouer pour les All Blacks. Et donc, il est contacté pendant la Coupe du Monde et il décide de mettre ça de côté et de se dire ok, je termine la Coupe du Monde. En finale, il joue contre les Springboks emmenés par leur capitaine, le fameux François Pinard. Les Néo-Zélandais, avec leur jeu organisé, leur technique individuelle et leur redoutable arme Jonah Lomu sont favoris. Ultra favoris. Jusqu'à ce qu'un joueur de l'équipe aille voir le médecin avec des vomissements et des nausées. Puis un autre, puis encore un autre et encore un autre. Ce sont finalement 26 membres de l'équipe des All Blacks qui sont malades. Avant de jouer la finale de la Coupe du Monde, les All Blacks sont victimes d'une intoxication alimentaire. On va l'apprendre des années plus tard. C'est pas une intoxication alimentaire, c'est un empoisonnement. Mais ça, c'est une autre histoire sur le rugby. En réalité, c'est les syndicats de parieurs sportifs qui ont intoxiqué les All Blacks pour pouvoir changer les cotes. Et c'est un garde du corps de Nelson Mandela qui va le révéler en fait 20 ans plus tard. Mais ça c'est une autre histoire, si tu veux pas rater le contenu, pense à t'abonner d'ailleurs. Les All Blacks disputeront la finale avec 80% de leurs moyens. Là où ils ont outrageusement dominé la compétition, ils vont faire jeu égal en finale avec les Boks sans être en pleine possession de leurs moyens. Par contre, ils réussirent pas à marquer d'essai. Les solides sud-africains réussirent à contenir Jonah Lomu. Les Springboks l'emportèrent en prolongation sur le score de 15-12. Jonah Lomu inscrira 7 essais en 5 matchs. Après cette Coupe du Monde, le rugby entre dans l'ère du professionnalisme. C'est l'époque où les 3 géants de l'hémisphère sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, se regroupent pour former ce qu'on appelle la SANZAAR, qui est chargée de vendre les droits télévisuels des nouvelles compétitions, le Super 12 et le Tri-Nation, l'ancêtre du Rugby Championship. En 96, Jonah Lomu évolue dans la franchise des Bulls, avec laquelle il s'impose en finale contre le Natal. C'est l'avènement d'un champion. Tout le monde le connaît. Bien qu'involontairement, il participe activement à la visibilité et au développement du rugby. Ses courses et ses exploits font le tour du monde. Il crève les écrans avec sa franchise et avec les All Blacks. Il brillera lors du match d'ouverture contre l'Australie à Wellington en marquant un essai pour une large victoire 43-6. Les Blacks remporteront les 4 matchs de l'histoire du premier Tri-Nation.
Le rugby est un sport inégalitaire. Certains sont grands et forts, tandis que d'autres sont petits et chétifs. Certains se blessent tout le temps et d'autres toujours en bonne santé. Le rugby de haut niveau est un combat de tous les instants. Tu te bats pour arriver au sommet depuis ton enfance, en passant les sélections, en t'entraînant durement, très durement. Quand tu arrives au plus haut niveau, le combat s'effectue contre les meilleurs des meilleurs. Tes performances sont scrutées, analysées. Tu dois te battre pour y rester. À 21 ans, John Alomo avait gagné tous ses combats sur le terrain. Il était promis à une grande carrière, mais la vie est injuste. À la fin de l'année 96, un nouveau combat commence pour lui. Un combat plus terrible que celui qu'il mène sur le terrain et qu'il mènera jusqu'à la fin. Le combat contre la maladie. Un problème rénal est diagnostiqué chez le joueur. Un syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique est l'ensemble des symptômes rencontrés en cas de dysfonctionnement de la filtration rénale. Commence alors une lutte terrible contre la maladie. C'est un combat pour la vie. Je sais ce qu'est la vie quand on a perdu la santé. Il faut se battre pour s'en sortir. Durant la saison 97, les soins le tiendront éloigné des terrains et il ne pourra pas participer aux Tri-Nations qui sera gagné une nouvelle fois par la Nouvelle-Zélande. Les efforts qu'il a dû fournir pour revenir à la fin de la saison furent immenses. Mais, à force de résilience, à la fin de l'année, il porta de nouveau le maillot frappé de la fougère pour disputer 2 test matchs contre l'Angleterre et le Pays de Galles. En 98, le Seven est ultra populaire en Nouvelle-Zélande. C'est une discipline à part entière, et même si elle se pratique sur un terrain de rugby avec un ballon ovale, c'est totalement différent de la pratique du 15. Les joueurs sont plus athlétiques, ils doivent forcément couvrir plus de terrain vu qu'il y a 2 fois moins de joueurs, et beaucoup plus techniques. Et les Néo-Zélandais d'ailleurs, ils ont intégré pendant très longtemps, et je crois que c'est toujours le cas, cette pratique, comme maintenant nous on le fait en France, pour développer la capacité des joueurs à devenir meilleurs techniquement et physiquement. Donc ça faisait partie intégrante de la formation des joueurs de passer par le 7. Threw a punch there, but it didn't land. Vendiri, Lomu charging through the middle. Oh, lovely bit of running by the big man. That's a great score. Il jouera pour la sélection néo-zélandaise lors des Jeux du Commonwealth et il remportera la médaille d'or. En 99, Jonah signe pour la province des Waikato Chiefs. La saison est planifiée pour permettre à la Nouvelle-Zélande de préparer la Coupe du Monde. Après la défaite en finale de 95, les All Blacks sentent que cette année, le trophée Webb Ellis c'est pour eux. Juste avant le début de la Coupe du Monde, les All Blacks vont remporter le Tri-Nation. Jonah Lomu n'est plus titulaire dans l'équipe. Les ailiers sont Christian Cullen et Tanao Maga. Lorsque la Coupe du Monde débute, les All Blacks se réorganisent en faisant passer Cullen au centre et Lomu retrouve sa place sur l'aile. Tout le monde l'attend. Lors du match d'ouverture contre les Tonga, il réalise un doublé. Jonah is back et les Blacks prétendent au titre mondial. Lors du match contre l'Angleterre, il inscrira l'un des plus beaux essais de la compétition avec une course de 60 mètres et un cadrage débordement à pleine vitesse. Les défenseurs anglais qui tentent de revenir n'arriveront pas à le stopper. Ils atomiseront l'Italie lors du dernier match en leur passant plus de 100 points. Quart de finale, ils vont battre les Écossais 30-18 avec un nouvel essai de Jonah. Lors de la demi-finale, ils vont être opposés face à la France. Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Ce match, je l'ai vu, j'étais haut comme ça. Cette équipe de France, elle est capable du meilleur comme du pire. Aucun bookmaker ne voit la France s'imposer. Et même en faisant des recherches récemment, j'ai appris que les bookmakers ne mettaient même pas une cote pour la victoire de la France. Les seuls qui le faisaient mettaient une cote à 20 contre 1. Jonah Lomu en première mi-temps et en début de seconde, il va maltraiter les défenseurs français en inscrivant 2 essais. Les images sont impressionnantes. Il arrive à résister à 8 joueurs français pour aller marquer sur son premier essai. Un raffut, un crochet intérieur, 5 joueurs français autour. Personne ne peut le prendre, déclare le sélectionneur français Bernard Laporte. Malgré sa performance exceptionnelle, les Français sont dans un bon jour et réussissent une remontada pour l'emporter. Ce match reste l'un des plus spectaculaires de toutes les Coupes du Monde. Il inscrira 8 essais durant cette Coupe du Monde. En additionnant avec les 7 essais qu'il avait déjà marqués, il détient le record mondial d'essais avec 15 réalisations. Le contrat de Jonah Lomu avec la fédération néo-zélandaise, elle arrive à son terme puisque les joueurs sont sous contrat avec la fédération des All Blacks. Et les spéculations vont bon train en fait sur l'avenir du joueur. Certains l'annoncent en NFL, d'autres dans le championnat anglais ou encore en Super League. Il décide de rester en Nouvelle-Zélande et va signer aux Hurricanes. Il va remporter un titre en marquant 2 essais en finale. En 2001, il va remporter la Coupe du Monde de rugby à 7 avec la Nouvelle-Zélande. Il va disputer le Tri-Nation mais il va n'inscrire qu'un seul essai. En 2002, il ne participe qu'à un seul match du Tri-Nation et ses performances ne sont pas celles attendues par les coachs. Il se retrouve de plus en plus souvent sur le banc des remplaçants. Il jouera son dernier match sous le maillot des All Blacks à 27 ans contre le Pays de Galles. En 2003, la fédération néo-zélandaise annonce que le surpuissant ailier des All Blacks est mis en dialyse 3 fois par semaine à cause de la détérioration de ses fonctions rénales. Le diagnostic tombe. Si la transplantation ne fonctionne pas, il peut se retrouver en chaise roulante. Il ne peut donc pas jouer pour la Coupe du Monde 2003. À la fin du mois de juillet 2004, il bénéficie d'une transplantation réussie. Et en juin 2005, il décide de reprendre l'entraînement. Il va se préparer avec la province de North Harbour, mais va se blesser à l'épaule. Il passera la saison à aider son club en tant qu'assistant coach des arrières. Il fera un passage au Cardiff Blues en 2006
2005-2006, retournera à North Harbour la saison suivante et en 2007, il n'a pas de proposition de contrat. Il arrête officiellement sa carrière en 2007. Il fera un retour inattendu en France en 2009 en signant avec le club de Marseille en 3e division. À cette époque-là, Marseille était en 3e division en Fédéral 1. Il va évoluer au poste de centre ou de 3e ligne. Il va attaquer le club en lui réclamant la somme de 500 000 €, mais le club est en liquidation judiciaire. Ça faisait partie des clubs en fait qui raquaient des joueurs, etc. Et derrière, bam, il déposait le bilan. Compétiteur insatiable, il tentera une reconversion dans la boxe en 2011 et signe un contrat de 3 ans. Il va disputer un premier combat dans la catégorie des poids lourds. Il doit participer à un combat à but caritatif, mais ne pourra pas. Il est hospitalisé une nouvelle fois. Son corps rejette le rein et il est en dialyse 3 fois par semaine à nouveau. Chaque séance dure 3 heures. Le 18 novembre 2015, l'ancien médecin des All Blacks annonce la mort de Jonah Lomu à son domicile à Auckland. Après sa mort, une fondation est créée pour prendre soin de ses enfants. Les traitements médicaux ont coûté cher et la famille n'a plus rien. Les spéculations vont bon train sur les soucis de santé de la star des All Blacks. Un ancien coéquipier All Black, Joeli Vidir, qui l'a côtoyé dans les années 90, annonce que Jonah Lomu aurait pris de la créatine durant cette période. On nous donnait un grand pot de créatine à intervalles réguliers. On avait l'habitude de mixer ça avec de l'eau, raconte-t-il. Je ne me rappelle pas quelle dose on prenait, mais on en prenait avant et après l'entraînement. Jonah en prenait aussi. Pour Joeli Vidiri, qui souffre de la même maladie, c'est l'envie de réussir qui les poussait à prendre ce produit. Nous étions jeunes, désespérés d'atteindre notre objectif et de briller. Nous étions prêts à faire n'importe quoi pour faire carrière dans le rugby. Et ça, il le dit pas n'importe où, il le dit dans le journal Le Télégraphe. Il y avait beaucoup de pression. On commençait seulement à être payé. C'était semi-professionnel. On n'avait pas le choix, il fallait être performant, semaine après semaine. Dernière image qu'on retient de lui, Coupe du Monde en Angleterre. Jonah Tali Lomu a tenu son rang d'ambassadeur du rugby mondial. Lui, le Tongien, 63 fois All Black, aux 37 essais, dont 15 en une seule Coupe du Monde, record en cours. C'est une période un peu sombre du rugby pour moi, durant laquelle tout était orienté vers la performance au détriment de la santé des joueurs. Parce que quand tu prends les maladies qu'ont touché les All Blacks, ils ont même chose pris des produits, on le sait aujourd'hui. Bien heureusement, c'est terminé, a priori, et on ne peut plus fonctionner de cette façon. Jonah Lomu, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à changer la face du rugby. Il y a même un jeu vidéo qui a été créé à son nom. Il a participé à la professionnalisation de ce sport, à l'évolution de ce sport dans les têtes, dans les mentalités, et même au niveau professionnel, parce que la fédération néo-zélandaise ne pouvait pas se permettre de perdre Jonah Lomu qui allait au rugby à 13. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, il a fait avec le cœur. C'est quand même quelqu'un, ses traitements ont coûté cher, il a gagné un peu d'argent, mais il a terminé sans le sou. C'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Quand tu le voyais jouer, c'était vraiment quelque chose. Merci d'avoir regardé ce petit rappel documentaire sur la vie de Jonah. N'hésite pas à t'abonner, partager et lâcher un petit commentaire si ça t'a plu. S'il y en a d'autres qui sont chauds pour m'aider à écrire des vidéos, c'est avec plaisir et on se revoit bientôt. Topette l'ami.